le bonheur. Quoi de plus joyeux, de plus heureux que le bonheur? Et quoi de plus naturel finalement en tant qu'être humain que de rechercher ce bonheur? Et pourtant, et ça va être tout le but de ce podcast, je vais te démontrer que rechercher le bonheur, rechercher à être heureux, va te rendre plus malheureux qu'heureux. Et on va voir également comment en sortir de cette espèce de paradoxe qui est très contre-intuitif, mais pourtant est là. Sur ce, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur spécialiste en connaissance de soi, tout particulièrement avec des disciplines telles l'énéagramme et la spirale dynamique. Et je te guide au travers de ces épisodes de podcast à découvrir cet univers infini qui est à l'intérieur de toi et tous les trésors cachés que recèle ta personnalité. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin avec moi sur l'énéagramme, la spirale dynamique ou la spiritualité, je t'invite à regarder les liens dans la description. Alors aujourd'hui, on va parler de bonheur. On va parler de bonheur et justement de cette recherche de bonheur. Alors, la recherche de bonheur, déjà, elle est intéressante à de multiples titres. Dans un premier lieu, cette idée, cette quête de plaisir, de bonheur, enfin de plaisir et bonheur, on va voir justement la différence entre plaisir et bonheur, même s'il est quand même assez clair. On peut la trouver au travers de nos évolutions de société beaucoup plus fortes, beaucoup plus vives aujourd'hui. Aujourd'hui, et ce depuis, on va dire, depuis quelques siècles, on va dire depuis 3 à 5 siècles, tout particulièrement depuis les 3 derniers siècles, où finalement, si on prend cette grille de lecture de l'évolution de l'humanité qui est la spirale dynamique, le fait d'arriver sur un niveau orange est un niveau où finalement le matérialisme, la modernité nous amène à non plus rechercher de la sécurité, non plus rechercher une forme de pouvoir, même si certains peuvent le rechercher encore, sécurité, pouvoir, ou non plus rechercher à un bonheur futur, mais à rechercher et à cueillir le plaisir chaque jour. Carpe diem, cueille le jour. D'ailleurs, le carpe diem qu'on a aujourd'hui, qu'on attend aujourd'hui, est assez différent de celui qui pouvait être dit au moment des philosophies gréco-romaines. D'ailleurs, on va y revenir sur les philosophies gréco-romaines. Mais avant cela, on va quand même aller faire un tour du côté des États-Unis. Et tout particulièrement à un moment phare des États-Unis. Alors imaginez un instant, nous sommes en 1776 dans une pièce vraiment très jolie avec des beaux meubles en bois, mais surtout nous sommes accompagnés avec des personnages illustres. Et parmi eux, Benjamin Franklin et Thomas Jefferson. Oui, là en ce moment, tu te retrouves parmi le comité des 5 afin de rédiger la fameuse déclaration d'indépendance des États-Unis. Il reste encore quelques jours avant la rédaction et la ratification finale de ce traité qui se fera le 4 juillet 1776. Et lors de la déclaration, eh bien, il a été quand même assez fondamental pour vous, fondateurs de cette déclaration, pour vous, le comité des 5, les grands sages, qui vont poser les bases d'une nouvelle société, qui vont poser les bases d'un avenir comme on ne peut l'imaginer jusqu'alors. Et bien pour vous, il a été important de définir qu'est-ce qui était fondamental pour tout citoyen des États-Unis d'Amérique. Et pour ce faire, vous avez donc rédigé cette déclaration et à partir de la seconde phrase, vous avez écrit ceci. Je cite. « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Donc c'est intéressant. C'est la seconde phrase, et vous avez écrit « Nous tenons pour évidence pour elles-mêmes les vérités suivantes. » C'est fort de dire vérité. Et parmi ces vérités, l'une d'entre elles est la recherche du bonheur.
Alors déjà, on voit quelque chose de très intéressant, c'est que dès la création de la Constitution des États, la Déclaration d'indépendance des États-Unis, il est écrit noir sur blanc, gravé dans le marbre, cette importance fondamentale de la recherche du bonheur. Cette recherche du bonheur va d'ailleurs même donner, quelques siècles plus tard, le nom à un film qui est À la poursuite du bonheur avec Will Smith, que tu as peut-être déjà vu, qui est un très joli film, sur la petite parenthèse par rapport à ça. Mais moi, vraiment, ce qui me marque, c'est ces points clés. L'évidence, la vérité suivante, je répète, la vie, la liberté et la recherche du bonheur. La vie, ça, mais forcément, la vie, quoi de plus beau, quoi de plus fort, quoi de plus fondamental à notre vie, justement, que la vie. La liberté aussi. D'ailleurs, la liberté, c'est intéressant, on en revient ici à cette notion de la spirale dynamique et de l'orange de la spirale dynamique. Et donc, troisième point, la recherche du bonheur. Donc vraiment, à la base, le vœu des États-Unis, du moins si on s'en tient à la déclaration d'indépendance, c'est quoi? C'est d'assurer la liberté totale, liberté de penser, liberté d'être, liberté de faire de chaque individu, bien évidemment, liberté sous certaines limites, d'ailleurs ça c'est un autre grand sujet philosophique, la liberté, on pourrait en parler en détail, mais aussi donc rechercher le bonheur. Donc l'État se doit d'assurer le bonheur de ses concitoyens. Et ça c'est très fort. À quel moment un État a cette obligation, j'ai envie de dire, puisque là on parle d'une vérité fondamentale et on parle quand même du début du texte de déclaration d'indépendance. Ce qu'on pourrait imaginer ici, c'est que finalement le bonheur aurait pris une place fondamentale chez les individus, voire les sociétés, depuis les 3 derniers siècles. Et je pense que c'est un petit peu le cas si, encore une fois, on se réfère à la spirale dynamique et l'évolution vers le niveau orange. Cependant, ce n'est pas nouveau. Et cette recherche besoin de bonheur est présente depuis, je dirais, presque l'aube de l'humanité. Et ce qui va être intéressant, c'est justement d'aller un petit peu plus loin et de revenir et se rendre compte que à l'époque, il y a plus de 2000 ans, à l'époque des philosophes gréco-romains, on avait déjà cette recherche du bonheur, ce désir de trouver la clé de la vie. Et certains courants avaient tendance à dire que le but de la vie, c'est d'être heureux. Mais avant d'aller voir cela, on va aller voir leurs confrères qui pensaient que le but de la vie, c'était pas d'être heureux, c'est de prendre du plaisir. Alors, je parle de qui ici? Je parle des hédonistes. Alors quand on passe aux hédonistes, on pourrait avoir en tête et justement la recherche du plaisir, les plaisirs de la table, de la vie, un bon vin, manger du raisin et des orgies romaines. Et en fait, on n'aurait pas forcément tort, puisque justement, on va avoir chez certains hédonistes cette notion qui est à un moment donné, on est aussi notre corps. Donc finalement, on est dans une approche qui peut être plutôt matérialiste. On est aussi dans notre corps. Certains pourraient dire on n'a qu'une vie, autant en profiter à fond. Et là, ici, ça nous amène aussi à un niveau un petit peu plus bas, spirale dynamique, le niveau rouge, qui est le niveau justement du pouvoir personnel, de pouvoir profiter de tout ce que la vie peut amener. Et en même temps, on va avoir quand même une forme de mesure chez certains hédonistes qui vont dire, voilà, à un moment donné, prendre du plaisir, ok, mais sans forcément avoir un impact négatif chez les autres. Et encore une fois, je dis certains, puisque d'autres vont pouvoir s'affranchir totalement de barrières morales, voire celles-ci n'existeront pas, tout particulièrement si justement on est sur du rouge en spirale dynamique. Donc je parle beaucoup de spirale dynamique, mais si ça t'intéresse, tu regardes les liens en description, tu pourras aller un petit peu plus loin sur ce sujet-là avec moi. Donc ici, on est sur l'hédonisme. Et ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, pour continuer sur la spirale dynamique, on peut voir
certains justement hédonistes qui vont aller sur le niveau suivant, la spirale, qui est le bleu, qui est celui où on va apporter plus de morale, où on va avoir plus la notion de foi, de divinité. Comme par exemple, on va avoir saint Thomas d'Aquin, Augustin. Et ici, ces personnages-là vont allier la notion de plaisir, parce qu'on est là pour prendre du plaisir, mais aussi justement dans une certaine modération. Et ici, on en vient à la question clé, c'est plaisir, bonheur, quelle est la différence? Pour faire simple, le plaisir de l'hédonisme, le plaisir c'est quelque chose, c'est un état éphémère. À un moment donné, on peut prendre du plaisir de mille et une façons. Je vais prendre du plaisir avec un bon repas, je vais prendre du plaisir en pratiquant une activité qui me fait plaisir, je peux prendre du plaisir sur un acte sexuel. Bref, je vais prendre du plaisir, à un instant donné, je vais avoir un pic d'euphorie, de joie qui va venir à moi. Le bonheur, en tant que tel, est différent. Le bonheur est un état qui va être beaucoup plus constant, beaucoup plus pérenne. C'est-à-dire de dire, par exemple, on pourrait dire, j'ai pris du plaisir à midi, j'ai mangé un bon repas, par exemple, nous ici, il y a certains restaurants péruviens qui font une nourriture. Alors les Péruviens sont incroyables sur la nourriture, c'est hallucinant. Alors, ici au Chili, il y a quand même de la bonne bouffe, vraiment. Et bien que la nourriture du sud-ouest de France me manque quand même pas mal. Mais bon, ici, là, se dire, voilà, par exemple, digression mise à part, j'ai fait un bon plat péruvien. Ah, qu'est-ce que je me suis régalé avec un bon vin. Ah, c'était trop bon. J'ai pris du plaisir. Et en même temps, voilà, ça a été le plaisir instantané donné. Et ça ne veut pas dire forcément que je suis heureux dans ma vie de tous les jours. Peut-être qu'une personne peut avoir une vie qu'il ou elle va décrire difficile, et de temps en temps avoir des moments de plaisir. On va pas dire à l'opposé. De l'autre côté, on peut imaginer une personne qui va dire ben, moi dans ma vie je suis heureux ou heureuse. Ça me fait penser par exemple à Val Kilmer il y a eu un documentaire sur lui sur Amazon Prime qui disait j'ai eu une vie magique. Donc là, quand on dit j'ai eu une vie magique, même si malheureusement il est dans un état de santé un peu difficile, le fait de dire j'ai une vie magique, c'est j'ai été heureux dans ma vie. Cependant, une personne qui est heureuse dans sa vie, eh bien, à un moment donné, eh bien, forcément, elle va avoir des moments qui ne vont pas forcément être des moments de plaisir. Et donc, il y a vraiment cette distinction là-dessus. Et je parle de ça parce que la poursuite du bonheur, c'est vraiment la recherche de cet état de bonheur. Le bonheur est un état, on va dire, le plaisir est un état passager, le bonheur est un sentiment plus permanent. Donc voilà, le plaisir, ça va être plus de l'ordre d'un état émotionnel, plus instantané, plus éphémère. Et le bonheur, ça va être quelque chose de plus pérenne. Mais bien évidemment, il va y avoir des oscillations émotionnelles qui vont se faire à présence, même si le bonheur sera quand même plus présent. Et quand on parle de bonheur, ben justement, nos amis grecs, nos philosophes grecs, avaient une doctrine philosophique qui s'appelait, et d'ailleurs je me rappelle il y a une dizaine d'années, quand j'avais étudié pour mon propre plaisir les différentes doctrines philosophiques, c'était une de celles qui me parlait de plus, c'est celle qui s'appelle le démonisme. À ne pas confondre donc avec l'hédonisme. L'hédonisme, c'est la recherche du plaisir. Le démonisme, c'est la recherche du bonheur. La recherche de cet état plus ou moins permanent. Mais au-delà de ça, le démoniste va dire le but de la vie, c'est d'atteindre le bonheur. Le but de la vie, c'est pas de prendre du plaisir, c'est d'atteindre le bonheur. Et plus récemment, on a des philosophes comme par exemple Spinoza qui, avec leur recherche de la félicité, vont se rapprocher de cette notion de bonheur qu'on va trouver chez les eudémonistes. Alors, hormis ce philosophe-là, justement sur les eudémonistes, si on devait trouver des philosophes connus, on pourrait prendre... alors j'ai envie de dire ceux qui sont assez connus, tu vois, on peut prendre par exemple Platon,
Aristote. Je pensais à Démocrite, qui est un petit peu moins connu, mais qui serait plus attribué à un autre courant de pensée. Mais surtout, on va prendre en fait un courant qui est le stoïcisme. Le stoïcisme, dont tu as peut-être entendu parler, qui est revenu pas mal à la mode ces derniers temps, notamment avec un auteur qui s'appelle Ryan Holiday, qui a écrit des bouquins, pas mal de bouquins sur le stoïcisme. Euh, eh bien, autour du stoïcisme, eh bien, le stoïcisme est une approche qui, justement, par un travail sur soi, on va aller rechercher le bonheur. Et rechercher le bonheur, c'est avoir une vie qui ne va être plus dépendante des aléas de la vie extérieure, mais plutôt de son état interne. C'est-à-dire que quel que soit ce qui m'arrive dans la vie, je vais chercher à être heureux. Donc ça, c'est intéressant. Et là, on va trouver des philosophes qui sont assez connus. Alors, tu as par exemple parmi les philosophes l'empereur philosophe Marc Aurèle, mais aussi tu as Cicéron, qui font partie des auteurs connus, ainsi que Sénèque et à moindre mesure Épictète, à moindre mesure en termes on va dire de connaissances. Et à côté de ça, pour vraiment te faire la cartographie totale, parce que ça va nous amener à la suite, et c'est bien, comme ça vous fait un petit moment culturel, et ça aide à voir un petit peu plus loin, on va avoir un autre courant de pensée qui est à mi-chemin entre l'hédonisme et le démonisme. C'est des personnes qui vont rechercher le plaisir, mais le plaisir dans les choses simples, le plaisir dans la mesure, tout en ayant cette philosophie qui est quand même la vie, elle est faite pour que l'on recherche, que l'on trouve du bonheur. Et ce courant-là, c'est ce qu'on appelle l'épicurisme. Alors on a tendance à dire aujourd'hui une personne épicurienne, c'est quelqu'un qui profite de la vie. En fait, aujourd'hui on dit épicuriste, c'est finalement un hédoniste. Mais non, en fait, l'épicurisme, c'est une forme d'ascèse que l'on va retrouver après plus tard. D'ailleurs, on peut voir un niveau bleu de spirale dynamique ici. C'est une forme d'ascèse qui, justement, va amener au contentement et à l'appréciation de ce qui est. Donc ça peut être assez proche du stoïcisme tout en étant un peu différent. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a quand même des philosophes, et c'est intéressant parce que là, je te parle de la période gréco-romaine. Alors bon, je t'ai pas donné des noms d'épicuriens, mais il y a forcément Épicure qui est le plus connu d'entre eux. Mais on pourra voir que sa pensée va beaucoup plus loin que ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'y pense à ça en te parlant des différents noms. Un jour, on parlera de Diogène du Tonneau quand même, parce que celui-là aussi, c'est un philosophe qui est quand même assez fabuleux. Je crois qu'on pourrait faire un épisode de podcast, on verra. Donc, qui est plutôt stoïcien, dirons-nous, ou qui a influencé plutôt le stoïcisme. On y reviendra plus tard. Mais ce que je veux te dire derrière ça, c'est vraiment pas un cours de philosophie que je suis en train de te faire ici. C'est plus pour vraiment mettre le doigt sur un sujet fondamental qui est les philosophes. Depuis l'Antiquité gréco-romaine, même probablement avant, se sont vraiment cassés la tête sur quel est le sens de la vie. Et nombre d'entre eux on se sont dit, le sens de la vie, c'est quand même le bonheur. Dès lors, on pourrait se dire, la poursuite du bonheur, c'est ce qui c'est ce qui permet d'être heureux dans la vie. C'est justement, forcément, si ça permet d'être heureux, si ça donne ce souffle de vie, c'est que ça a du sens. Sauf que, on en vient, après ce voyage dans le temps, on en vient à aujourd'hui. Et on a un chercheur, Erismos, pour le nommer, qui, au travers d'études, s'est rendu compte que les personnes qui sont dans une dynamique liée à justement la déclaration d'indépendance des États-Unis, qui est la poursuite du bonheur, ou le film du même nom, mais que ces personnes, pour qui le bonheur est important et qu'ils souhaitent l'atteindre, et en plus d'ailleurs c'est une voie que l'on peut voir dans certains courants de développement personnel, eh bien ces personnes ont tendance à être moins heureuses que les autres. Quel paradoxe incroyable. Et on pourrait se poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que rechercher le bonheur va rendre plus malheureux? N'est-ce pas justement antinomique? Si je vais rechercher le bonheur, mais du coup je vais pouvoir multiplier des moments de béatitude, des moments de joie. Je vais pouvoir
plus y aller. Sauf que ici, la recherche du bonheur, c'est à un moment donné, mais c'est qu'est-ce qui va me rendre heureux? Comment je vais le trouver? Et plus encore, c'est un but que je cherche à atteindre. Et en essayant d'atteindre ce but, je vais me rendre compte surtout que j'y suis pas du tout. Moi, mon but dans ma vie, c'est d'être heureux. Donc, vient la question suivante. Comment faire pour être heureux? D'ailleurs, c'est là aussi où se cache, on va dire, l'écueil. C'est avant de se poser la question comment faire pour être heureux, on pourrait se poser la question, c'est quoi le bonheur? C'est quoi cet instant de béatitude? Et après, comment faire? Sauf que bien souvent, on va aller comment être heureux. Et le comment être heureux va nous amener à finalement se rendre compte, faire un état de comparatif. Déjà, on va voir faire un état de comparatif entre l'état désiré, si on prend d'ailleurs des terminologies de PNL, entre l'état désiré et l'état présent. Et je vais me rendre compte que l'état présent, il est loin de l'état désiré. Je serai heureux, et tu sais, c'est le grand classique. Je serai heureux quand j'aurai ceci, quand je serai cela, quand on vivra comme ça, quand on aura suffisamment dans le compte en banque, quand on vivra de telle façon, quand on ne travaillera plus, ou quand on aura atteint tel résultat, et ainsi de suite. Et finalement, on va amener une forme de conditionnement extérieur à notre état de bonheur. C'est-à-dire le bonheur n'est conditionné que sous ces, on va dire que sous ces critères-là. Sauf que tant que j'ai pas atteint ces critères-là, eh bien, je peux pas être heureux, puisque le bonheur est lié à ces critères. Et ce qui fait que ça va amener une forme de pression chez les personnes qui vont être dans cet état-là, qui vont faire, mais effectivement, qui vont être moins heureux. Et plus encore, on va rajouter autre chose, c'est qu'en fait, le fait de vouloir atteindre cet objectif-là va mettre plus de pression à se dire, c'est quand même le but de la vie, et finalement, j'arrive pas à atteindre ce but. Donc, il faut que je bosse plus. Et là, on peut tomber aussi dans cette espèce d'écueil qui va nous ramener, ou nous amener, ou nous maintenir, tout dépend à quel niveau de la spirale dynamique on est, sur le niveau bleu de la spirale, qui est cette vision que l'on connaît toutes et tous, qui est « je dois me sacrifier maintenant pour un bonheur futur ». Or, si je me sacrifie maintenant pour un bonheur futur, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que je suis dans le sacrifice. Donc, comme je suis dans le sacrifice, je ne suis pas dans le bonheur. Donc, comment est-ce que je peux être heureux? Et en même temps, c'est ce que je souhaite atteindre. Mais est-ce que je vais l'atteindre un jour? Et si je ne l'atteins jamais, qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer ma vie dans le sacrifice? Dans le sacrifice, pourquoi? Pour un idéal que je n'aurais jamais réussi à atteindre. Tu vois ce paradoxe-là? Et ça, c'est vraiment un point qui est assez difficile à appréhender et finalement qui dit il y a la quête du bonheur et en même temps c'est pas la voie pour rechercher le bonheur. Ok, ça veut dire quoi alors? Que je dois abandonner? Que c'est une quête perdue? Que ça n'a aucun sens? Et si la réponse était ailleurs? Et si on pouvait trouver la réponse d'une autre façon? J'aime bien cette métaphore qu'a illustré l'auteur Tal Ben-Shahar, qui a justement étudié sur cette notion de bonheur, et qui disait en fait que la recherche du bonheur, c'est un peu comme si on voyait le soleil, c'est magnifique le soleil, surtout quand on voit le lever, les couchers de soleil, c'est superbe. Et rechercher le bonheur, c'est comme si on voudrait regarder le soleil directement. Sauf que si on regarde le soleil directement, ça fait mal aux yeux. Ça brûle. C'est inconfortable. Voire, ça peut être très très dangereux. On est d'accord. Même dans une éclipse solaire, il est nécessaire de porter des lunettes de protection. Donc on se rend compte quoi? Que finalement, regarder le soleil directement, c'est une très mauvaise idée. Et de même sorte, rechercher le bonheur de façon directe, ce n'est pas une bonne idée non plus. Parce que finalement, ça va amener à oublier toute la saveur qu'il y a autour. Et la saveur qu'il y a autour, elle se trouve où? C'est pas le soleil en tant que tel qu'il faut regarder.
Quand je regarde un coucher de soleil, bon, certes, je le vois qui descend à l'océan. Mais ce qui va me plaire sur le coucher de soleil, c'est pas le soleil, c'est pas cet astre brûlant rouge qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est cette couleur rougeâtre qui est dans le ciel. C'est ces reflets qu'il y a sur les vagues ou sur quel que soit l'endroit où je vais le regarder. Ce qui va me plaire quand il va faire beau temps, alors qu'il y a eu un mois où il n'y a eu que de la grisaille et de la pluie, c'est de voir cette lumière, cette herbe verte qui va ressortir, cette nature chaude, c'est de sentir la chaleur du soleil sur moi. C'est pas de le regarder forcément, c'est de ressentir et de voir dans mon entourage ce qui se passe. Et en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Et pour le bonheur, c'est la même chose. Plutôt que de chercher à atteindre le bonheur de façon directe, comme voir le soleil de façon directe, pourquoi ne pas chercher à l'atteindre de façon indirecte? Et c'est là où on en vient à cette notion de sens. Et c'est pas pour rien que j'ai écrit un bouquin et ça rentre bien en résonance avec celui-ci. Tu sais, mon livre que j'ai sorti l'année dernière qui est Trouver votre mission de vie aux éditions First. Et ce livre, justement, je parle du sens de la vie, de la recherche, de trouver quelle est sa mission de vie. Et ça en dit long sur ma philosophie parce que c'est un livre que j'ai vraiment écrit avec cœur sur un sujet qui est très important pour moi, et qui est fondamental même. C'est le sens de la vie, le sens de notre vie. Et le sens de notre vie, ben, c'est notre mission. Et notre mission, c'est pas forcément d'être heureux. Par contre, le bonheur, selon ma conception des choses, c'est un indicateur qu'on est sur la bonne voie. Si je m'épanouis dans ce que je fais, si je m'épanouis dans mon activité, si je m'épanouis dans ma contribution au monde, si je m'épanouis dans le retour que je peux avoir de mon interaction avec le monde, ben c'est que je suis sur la bonne voie. Et là aussi, ça amène aussi à un point clé qui justement, dont nous avait déjà averti indirectement les courants philosophiques, tout particulièrement les épicuriens et les stoïciens, c'est que à un moment donné, il y a le bonheur qui peut être lointain, mais il y a les plaisirs aussi. Et c'est arriver à trouver ce juste équilibre entre prendre du plaisir sur certaines choses, prendre du plaisir modérément, mais aussi éprouver du bonheur, non pas dans la destination, mais éprouver du bonheur sur le chemin. Et si c'était pas ça justement la clé, justement, d'abandonner cette recherche du bonheur, cette poursuite du bonheur, mais à la place de cette recherche du bonheur, y mettre tout autre chose, y mettre l'expérimentation sur chaque moment, sur chaque épisode de notre quotidien, de cet état de béatitude. Et si tu renforces cela avec la notion de sens dont je parle dans mon livre, la notion de chemin de vie, de trouver ton chemin de vie, de trouver ta mission de vie. La mission de vie, c'est pourquoi je suis sur Terre, c'est quelle est cette étoile dans le ciel qui brille pour moi et que je dois suivre, et cet indicateur. Et le chemin de vie, c'est le chemin que je parcours pour réaliser ma mission de vie. Et bien au travers de celui-ci, j'y trouverai du bonheur, j'y trouverai de la joie, j'y retrouverai des moments de béatitude. Bien évidemment, j'y trouverai des moments de souffrance, bien évidemment, je trouverai des moments de difficulté. Mais de façon générale, mon état sera un état de joie. Voilà, j'espère que ce voyage au travers de l'univers du bonheur et du plaisir aura pu te permettre d'y voir plus clair, de comprendre pourquoi justement rechercher, être à la poursuite du bonheur va plutôt nous rendre malheureux, et en même temps on a d'autres clés, d'autres façons de le faire, et comme on le dit souvent, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Le trésor, il est sur le chemin, donc profite de chaque pépite que tu trouveras sur ton chemin. C'était un plaisir. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à le partager à ton entourage, à t'abonner sur le podcast si ce n'est pas déjà fait. Pour aller plus loin avec moi, tu as les liens qui sont dans la description. À moins que tu suives mes formations, à ce moment-là, on se retrouve dans les formations. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était un plaisir. C'était un bonheur. Tu vois, moi, je m'épanouis à faire ces podcasts. J'espère que tu t'as pris autant de plaisir que moi à l'écouter. Et on se dit à la semaine prochaine pour encore un autre moment de plaisir et de bonheur. Ciao.